Bon, ben voilà, on va sortir un peu de, de ce portrait assez fouillé de Gilles Clément. Alors, c'est un peu une question un peu bateau, mais quand même. Euh, Comment es-tu venu à rencontrer Gilles Clément, dans quel cadre et pourquoi finalement avoir eu l'idée d'avoir fait le portrait de cet éminent paysagiste? Il y a eu d'autres portraits finalement, pourquoi en faire un autre? Et voilà. Il n'y a pas eu tant de portraits que ça, hein. Quand il a commencé à arriver les années 90-2000, quand il s'est fait connaître avec le jardin en mouvement et le domaine du Rayol un peu après, en fait, les médias se sont intéressés à lui, un peu la presse, et puis les émissions télé un peu intello là du soir qu'il y avait sur France 2, on le voit là. Il avait un peu disparu des circuits, on va dire médiatiques dans les années 2000 parce que lui cherchait pas les médias. Il est plutôt discret et il avait d'autres choses à faire. Alors moi, comment je l'ai rencontré, j'ai été caméraman pendant une dizaine d'années. J'ai travaillé pour la télévision. À l'époque, c'était l'explosion des chaînes privées, etc. Canal+, privatisation de TF1, etc. Et puis jusqu'à arriver un peu à saturation de cette pratique et de mon métier de caméraman, j'ai eu envie de faire une pause. Et j'ai été à l'école du paysage. Donc il y en a certains qui diront que c'est un virage à 180 degrés, moi 90. Mais c'est là que j'ai rencontré Gilles. C'est là aussi que j'ai commencé à travailler. J'ai rencontré l'Observatoire photographique des paysages et que j'ai travaillé autour de la question de la photographie, du paysage. Gilles, on est resté en contact régulièrement. Quand j'avais fait des photos de la vallée, je lui avais envoyé. Quand j'avais fait un film, je lui avais envoyé. Il m'envoyait un bouquin. Et puis 2005, 2007, il avait beaucoup travaillé autour de ces questions du feu, des écosystèmes liés au feu. Et il était le premier à dire que c'était pas la peine d'aller mettre nos maisons au bord de la mer et notamment le massif de l'Estérel, dans des écosystèmes pyrophytes, c'est-à-dire amis du feu, c'est-à-dire qu'il y a certaines plantes qui pour vivre ou se régénérer ont besoin du feu. Si on s'installe dans ces territoires-là, il ne faut pas s'étonner que le feu arrive. En gros, c'était une partie de sa pensée. Moi, j'avais travaillé là-dessus. Malheureusement, bien qu'il y ait eu une aide à l'écriture, le projet n'avait pas abouti. C'est des choses qui arrivent dans notre métier, en gros. Et puis, du coup, je me suis dit quand même, je ne voulais pas en rester là, et j'ai voulu faire un portrait de Gilles. Lequel portrait de Gilles a été proposé à l'époque à la fameuse série Empreinte, par une grosse boîte de production, Gédéon, et ils ont tergiversé pendant un an. Je prends pas, Gilles, ça intéresse. Bon, ils ont fait la gueule, tant pis pour eux. On a été voir France 3, on a été voir après un copain, donc du coup j'avais un peu abandonné le projet, et puis un copain qui connaissait bien le travail de Gilles, m'a dit, qui est producteur, qui m'a dit, mais alors t'as fait ton film sur Gilles? J'ai dit non, de toute façon ils en voulaient pas, mais oh bah non, on va le faire, et puis voilà, on l'a fait. Voilà, puis j'ai été voir Gilles, et puis on a fait le film. C'est quelqu'un de discret. C'est toujours un peu délicat quand on arrive chez lui. Moi, je voulais à la vallée, je voulais surtout pas qu'on débarque avec nos gros sabots. Donc, c'était en équipe réduite. Il y avait moi et le caméraman. Donc, j'ai fait un peu de son là-dessus. C'était l'idée de pas trop le déranger. Et puis ça s'est bien passé parce que finalement, Gilles est quelqu'un d'assez fin. Laurent Fenard, qui était le chef opérateur aussi, était assez malin. Parce qu'en fait, il a toujours plein de choses. C'est-à-dire que là, quand il est en train de dessiner un plan, c'est qu'il avait un plan de jardin à faire et il était charrette. Alors nous, on s'est arrivé le matin, on s'était installé, on avait mis notre caméra, notre lumière et tout. Puis moi, je voyais le temps passer et je me suis dit, mais c'est pas vrai, je vais jamais arriver à commencer mon interview. Et puis à 11h30, comme ça, fin de matinée, il avait fini le job et il va dire, bah alors, qu'est-ce que tu veux que je te raconte? Et puis voilà. Il a parlé pendant 1 heure et j'avais déjà la moitié du film. Enfin, ça, je l'ai su qu'au montage. Hein.
Et puis après même, donc du coup on a fonctionné sur ce principe-là. Je dis écoute, moi on est là, si tu as du jardin à faire, tu fais du jardin, mais tu nous dis ce que tu fais. Parce que moi je suis idiot, je comprends rien, le spectateur il est idiot, il comprend rien, donc il faut que tu nous expliques. Et voilà, donc on est parti sous la pluie, avec une perche, avec un machin, prendre la flotte, et puis lui il était tout content, il taillait ses trucs, mais il nous le racontait quoi. Et ça a donné, en fait ça aussi ça a été un après-midi quoi, on a passé ensemble, et puis du coup c'est quelqu'un qui est a priori réservé, tout d'un coup il est content, il parle, il fait, quand il est dans le jardin il est chez lui, enfin il est avec lui-même, enfin il est en, voilà. Il n'est pas en représentation, il n'est pas. Oui, c'est ça. Ah non, mais c'est quelqu'un qui n'est jamais en représentation. Je pense qu'il est. Oui, c'est ça. Il n'est pas mis en scène, il est lui. Quoi. Oui, c'est ça. Il est lui-même. Et puis, et voilà comment on a procédé, quoi. D'accord. Alors, par contre, il a eu énormément de chantiers. Il a développé. C'est une œuvre quand même qui est quand même assez conséquente. Tu as fait des choix. Tu peux nous en dire quelques mots sur les choix de chantier que tu as sélectionnés? Alors, c'est des choix personnels, sans doute critiquables. Le directeur des programmes de Paris m'a reproché de ne pas avoir montré un jardin parisien, puisqu'il en avait quand même fait. Il a fait le parc André Citroën, il avait fait le musée du Quai Branly, il avait fait des choses, il était intervenu. Je lui ai dit qu'il y avait plus intéressant ailleurs, donc on a été ailleurs. Notamment, ce que je voulais absolument montrer, c'était la base de Saint-Nazaire. Parce que la première fois que vous arrivez là-dessus, vous vous dites, le type, il va pas bien, quoi. Il met ses trucs avec ses bouts de terre en pensant que ça va pousser. Et puis en plus, c'est assez ardu quand même. Et je trouvais que le pari était assez beau. C'est-à-dire quelqu'un qui, je sais pas, il a fait ça, il avait... je ne sais pas dire, autour de la soixantaine. C'est quand même un de ses derniers jardins. À la fin de sa carrière d'architecte paysagiste, d'être capable de prendre ce risque-là, finalement, de se dire, voilà, on va planter des peupliers, puis on va attendre que les feuilles poussent, ça fasse de l'humus, et que peut-être d'autres plantes puissent s'installer, etc. Donc je trouvais que ça résumait assez bien Gilles. Oui, voilà. En dehors de... Après, les choix... c'était le domaine du Rayol, c'était incontournable. La vallée, c'était le jardin secret, intime, hein, là où il avait un peu tout élaboré. Après, il y a eu la question de... Ce qui m'intéressait aussi, c'était de faire montrer tous ces jeunes là, qu'on voit au début. Oui. Et montrer comment, en fait, chez Gilles, dès le début, la question du jardin est inséparable de l'apprentissage. C'est-à-dire, quand il dit que c'est les étudiants qui m'apprennent, c'est les gens qui me posent des questions, je pense que c'est vrai. C'est-à-dire que il est constamment dans cette quête d'un contact avec l'étudiant, avec qui lui pose des questions, qui le remettent en question, et puis il avance comme ça. Donc je pense que ça, c'est une dimension. Je pense que c'est une dimension qui est au cœur du jardin. C'est-à-dire que le jardin, c'est un objet qui n'existe que parce qu'on transmet. Le jour où on ne transmet plus, il n'y a plus de jardin. Oui, bien sûr. Voilà. Donc c'est le problème du jardinier, c'est que le peintre, encore, il va laisser ses toiles qu'on va pouvoir accrocher au mur. Le jardinier, le jour où il disparaît... La nature va reprendre peut-être. Voilà, la nature reprend ses droits, ou celui qui vient derrière, il n'aura pas la même intelligence, il n'aura pas la même compréhension des plantes et du territoire. Donc, la jeunesse, elle est là d'emblée. On les voit. Alors, on les voit conquis, on les voit dubitatifs aussi. Il y a cette scène assez drôle, là, où ce jeune dit voilà, c'est de la blague, tout ça. Enfin, il n'y croit pas bien, quoi. C'est important aussi de montrer que finalement, tout le monde n'est pas conquis. Oui, l'idée, c'était pas de faire un film idolâtre. Oui. C'est de montrer que ça interroge, que les questions qu'il pose ne sont pas évidentes. Que aussi, je montre ces jeunes en train de faire d'herboriser et tout, c'est que ça montre aussi la complexité du métier de jardinier, du champ de connaissances qu'il est nécessaire d'avoir. Cette connaissance du milieu, des écosystèmes, elle passe par une connaissance qui se fait sur le terrain, quoi. Alors, il a fait des petits. Est-ce qu'il y aurait un film à faire sur... alors, évidemment, il n'a pas la position du maître et de l'élève, d'accord, mais quand même, il aura laissé une empreinte dans ce monde-là, dans ce paysage-là. Et est-ce que... voilà.
On en parlait tout à l'heure. Est-ce qu'il a des comment on peut dire? Est-ce qu'il a fait école? Est-ce qu'il a des héritiers? Voilà, des héritiers. Voilà, du côté de la transmission, est-ce qu'il n'y aurait pas à faire un film sur finalement qu'est-ce qu'il va laisser? Il y en a. Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'il a quand même. Je pense que malgré tout, en ayant une position qui n'est pas du tout hiérarchique ou dogmatique, c'est-à-dire comme peuvent l'être certains, il a fait école, quoi. Par contre, il n'a jamais été l'intervenant spécifique d'une école ou il intervenait à l'école de Versailles. Voilà. Il y avait Corajou, mais il n'a pas fait son école et Clément. à lui. Il y avait deux grandes écoles entre guillemets, mais en fait, c'était parce qu'on voulait les opposer. Alors Corajou, que j'ai connu aussi, puisque j'étais à l'école, lui, il était plus école, c'est-à-dire qu'il y avait les sous-fifres, ceux qui allaient lui faire le baisement, etc. C'est-à-dire que lui, c'était un homme de Louis XIV, puisque sa passion, c'était... Alors que chez Gilles, ça marche pas. Ça marche pas. Enfin, vous pouvez essayer, hein, mais lui, il se dérobe, ça n'accroche pas. Alors, il fait école, oui, parce que Stan, qu'on voit dans le film, c'est quand même un passionné de botanique, et puis il est rentré, il a fait quand même ses classes au domaine du Rayol, puisqu'il a été 7 ans jardinier paysagiste au domaine du Rayol. Il y a Yann Lafolie qui lui a commencé avec des études de philo, qui est passé au jardin potager et qui est tout de suite dans ces questions de politique du type de ce qu'on voit à la fin, quoi, Jardin de Mail, etc., qui intervient beaucoup, qui a beaucoup repris la pensée politique de Gilles, ou en tout cas de ce qu'il écrit, enfin de ce qu'il exprime au niveau du jardinier. Jardinier, en fait, il renverse, dans la notion de Gilles, il renverse les notions de hiérarchie, quoi. Le jardinier devient le maître d'œuvre, enfin, le penseur, le maître d'œuvre de tout ça, de ce qu'on n'a pas l'habitude, quoi. En tous les cas, il y a une vraie pensée politique. Il y a une vraie pensée politique, oui. Mais alors, donc pour reprendre les jeunes, oui, il y en a pas mal, parce que et on rencontre comme ça, c'est marrant parce qu'ils sèment dans les 30 ou 20, les 20-30 ans là, sans doute peut-être plus que dans ma génération. C'est marrant parce que je pense qu'il a rejoint des questions actuelles. Et c'est là où ils se sont tournés. Voilà, il a 40 ans d'avance, quoi. Voilà, il est précurseur. Est-ce que vous avez des questions, des remarques à faire dans la salle sur cette expérience-là, sur ce que vous avez vu, découvert, appris? Oui, monsieur. Pour ceux qui sont derrière, c'est mieux. Vous l'avez juste un petit peu évoqué. Est-ce que dans le jardin potager, parce que Gilles Clément, c'est surtout apparemment de l'agrément, si on peut parler comme ça, est-ce qu'il y a d'autres personnes comme lui qui se sont intéressés au jardin potager, qui ont un peu sa philosophie? Oui, c'est Yann Lafolie qui travaille dans le Nord et qui a repris beaucoup. Alors Yann Lafolie c'est un vrai personnage. Là. J'aimerais qu'on réussisse à faire ensemble un film. C'est un petit-fils d'agriculteur, fils d'ouvrier, qui a fait des études de philo. Et quand il était à la Sorbonne, il a travaillé sur les textes de Gilles Clément. Donc déjà, pour vous dire. Et puis après, il a décidé de faire une école de paysagiste. Il est monté à Lille. Alors je crois qu'il a dû faire une formation avec l'école d'archi. Je ne sais plus exactement. Et un de ses premiers travaux, il y avait une friche juste à côté de l'école d'archi, et il y avait des Roms qui étaient installés, qui venaient de débarquer avec leur caravane, une espèce de camp improvisé. On appellerait ça un bidonville en caravane. Et lui, il est venu et il a commencé à faire un potager. Voilà. Et du coup, ça a très bien marché. Non seulement il a fait un potager. Les gens lui disaient qu'il était complètement barré, que les Roms allaient tout massacrer. Mais non, les Roms, ils sont venus jardiner parce qu'ils savent jardiner, ils l'apprennent en Roumanie, et puis ça leur donne à manger, etc. Et du coup, c'est devenu le potager, à ce moment-là, est devenu un vrai acte politique, puisque c'est de dire aux gens, écoutez, voilà, moi j'ai planté ça, mais vous pouvez vous servir, mais vous pouvez aussi venir jardiner avec moi. Et du coup, c'est devenu un lieu de rencontre Donc voilà, lui il est dans cette veine du potager, même du potager en mouvement là, parce que je racontais,
on parlait de cette question, parce qu'en fait, le potager, c'est quelque chose de très, très organisé, de très linéaire, de très... et en fait, lui, il travaille beaucoup sur des plantes comme ça, des salades. Il a constaté qu'il y avait des salades qui repoussaient. Donc, toute la pensée du jardin en mouvement, il le vit et il l'applique dans le potager, quoi. Donc là, alors que c'est vrai que pour Gilles, Gilles, il a son potager, mais on ne peut pas dire que ça soit son terrain de prédilection, quoi. Mais lui, et surtout, c'est intéressant parce qu'il nous fait décoller la question du potager, qu'on ramène toujours à un champ à une ligne de carottes, à une ligne de salade, etc. C'est-à-dire qu'il est dans les histoires des graines, des plantes. Lui, il va chercher partout je sais pas, il m'a dit qu'il y avait plus de 300 variétés de tomates. Et qu'en fait, dans les tomates, en fait, on avait plein de tomates qui s'adaptent au fait du manque d'eau. On n'a pas besoin de mettre des tomates sous serre. Il y a des tomates qui poussent à la fin de l'hiver. Il y a plus de 300 espèces. Et lui, il s'occupe de faire une banque de graines, de retravailler là-dessus, de faire circuler, parce qu'il faut lutter contre les semenciers, etc. Donc oui, non, il y a des... Enfin, au moins, il y en a un là. Bien. Il y a une musique particulière dans le film. Il y a une musique qui a été créée. La musique. Est-ce qu'il y a un luxe dans le documentaire? Enfin, il faut avoir un budget plutôt. Non, il faut avoir une envie. Il faut avoir une envie, puis il faut avoir un budget. Oui, toujours, mais la vie est toujours... S'il n'y a pas d'envie, s'il n'y a pas de désir, c'est pas la peine. Mais non, parce que Pierre Estève, il est plasticien sonore. Il fait des musiques de films tout à fait classiques, mais à côté, il fait et surtout, il travaille sur des lithophones, sur des coquillages. Il enregistre plein de sons, il les retravaille à l'ordinateur. Donc, il est sur cette médiation entre le son, enfin la musique qu'on dirait concrète entre guillemets, et la musique, quoi. Comment on transforme. Donc, voilà. Et on s'est rencontrés. On est devenus potes tout de suite. Et je lui ai proposé de faire le film de Gilles. Donc, il n'a pas gagné beaucoup d'argent, mais il s'est beaucoup amusé. Et justement, sur ce rapport toujours ambigu entre... Ce qu'il y a de très fort avec la musique, en fait, c'est que tout d'un coup, cette notion entre nature et culture s'efface complètement. C'était vraiment ça qu'on a cherché ensemble, tous les deux, à faire qu'il y ait des fois... des sons. Et lui, il me disait, alors moi, j'étais toujours parti, vous savez, on faut être réaliste, donc il faut enregistrer un peu de rivière, un petit peu de feuillage, etc. Il me dit, non, c'est pas ça le son. Donc lui, il les réinventait. Et c'est là où ça marche. Et c'est là où, justement, il y a une vraie porosité entre ce qu'on dirait du son réel et du son imaginaire. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est du son imaginaire. Et il est dans ce glissement perpétuel entre les deux, et là-dessus, il est très fort. On s'est beaucoup amusé. Mais on s'est aussi amusé sur les cabanes. On s'est aussi amusé. C'était un autre ordre, la cabane. C'était une autre démarche. Et alors demain, qu'est-ce qui se passe dans tes projets? Tu travailles sur demain. Demain ou tout de suite? Il fait 2 jours incertains. Là, en ce moment, je suis sur... Le Vent des Forêts. Le Vent des Forêts, c'est avec le producteur là, qui a fait le film, donc, qui m'a produit, la Gilles Couder, qui a produit le Jardin en mouvement. Il veut créer une collection qui s'appellera Patrimoine contemporain. Donc l'idée, c'est de montrer comment, dans des lieux de patrimoine, châteaux, forêts, villes, etc., l'art contemporain et intervient. Il y a beaucoup de sites en fait, en plein air, etc. Donc moi je travaille au Vent des Forêts. Au Vent des Forêts, c'est une forêt qui s'étale à peu près sur 5000 hectares, 7 communes, 45 km de sentiers et à peu près une centaine d'œuvres qui sont comme ça installées sur des parcours. Et c'est une histoire qui a 20 ans. Et c'est une très belle histoire parce que c'est marrant, j'avais encore cette réflexion sur la question du paysage. Ça, c'est une vraie question de paysage.
C'est un projet qui a pu marcher parce que François Davin, qui est à l'origine de l'initiative, il a toujours voulu que ça soit les gens, les ruraux, les maires des petites communes, les bûcherons, les chasseurs, qui s'approprient le projet. L'idée, c'était pas que lui viendrait et leur dirait il faut faire tel et tel artiste. Il voulait pas que ça vienne d'en haut. Il voulait que ça. Donc lui, il proposait des artistes, il disait ça vous plaît pas. Donc il avait tout un principe où l'idée, c'était vraiment que le projet soit porté par les 7 communes, même en termes budgétaires, comme c'est des petites communes, il y a des petits budgets, il a réussi à les convaincre de mettre un minimum d'argent, etc. Et c'est là où c'est une aventure qui marche, parce qu'il y a un usage derrière. C'est-à-dire qu'il y a un usage qui est partagé de la forêt entre ces gens qui sont ruraux, qui découvrent l'art contemporain, qui dialoguent avec, plus ou moins bien, mais enfin qui dialoguent avec, et puis ceux qui viennent voir. Et je pense que, surtout dans une forêt, qui est un milieu très dur, les œuvres sont quand même réussissent à être pérennisées. Je pense que si on avait une démarche d'en haut, c'est-à-dire que si moi j'arrive dans une forêt et je dis je veux faire ça, ça ne marche pas. C'est-à-dire que je pense que les gens s'en désintéressent. Déjà, il y a un problème très simple qui est celui des chasseurs. Comment vous faites avec les chasseurs ? Donc les chasseurs ont accepté l'idée qu'il puisse y avoir pas que des cerfs et des lapins, et qu'il y ait aussi des œuvres d'art. Et donc du coup, il y a un partage. Ce que je dis, c'est qu'il y a un vrai usage du territoire, et que c'est ça qui fait la force. Donc voilà, on travaille là-dessus. On est en chantier, on est en train de déposer les dossiers, etc. Et le lieu se situe où ? C'est la Meuse. D'accord. Ah, excusez-moi, je n'ai pas dit. Lorraine, en dessous de Verdun. En dessous de Verdun, c'est un peu éloigné des grands axes de la Lorraine, parce qu'on passe l'autoroute, passe en général plus vers Metz. Voilà. D'accord. Mais 35 000 visiteurs par an. D'accord. C'est pas mal. Et je trouve que c'est une vraie réussite. C'est une vraie réussite, quoi. De pouvoir faire en sorte, en tous les cas, qu'entre les élus, les habitants et les artistes puissent arriver à négocier quelque chose du côté du développement social. On est sur cette idée-là du développement social et comment est-ce qu'on peut vivre ensemble et partager. C'est-à-dire que, en plus, imaginez les paysans, des agriculteurs, qu'est-ce qui vient avec l'art contemporain, mais qu'est-ce qu'ils me racontent. Et alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que des artistes que moi, j'ai commencé à travailler là-dessus, et j'ai été voir ce qu'ils avaient fait. Je pense que, du coup, de voir leurs œuvres in situ, ça les... Je sais pas, ils trouvaient une juste place. Alors que j'avais été voir leurs trucs là, dans des sites, en galerie et tout, je trouvais ça très prétentieux. Et tout d'un coup... Ouais, ça prend une autre dimension. Et du coup, il y a un rapport de force qui est très fort avec l'espace. Parce que la forêt, elle mange tout. Hein. C'est le lieu du sauvage, c'est le lieu du... D'ailleurs, elle l'a dit, c'est le lieu du... C'est là où sont les sorcières, c'est là... Et alors, ce qu'il y a aussi d'amusant, c'est que les artistes travaillent aussi avec ça. C'est-à-dire qu'ils convoquent la fiction, ils convoquent un imaginaire. Donc tout d'un coup, ça nous remet... ça remet l'art contemporain en connexion avec des temps différents, des espaces différents et une réalité. Et les œuvres, elles sont temporaires ? Alors, il y en a qui durent et il y en a qui ne durent pas. D'accord. Les deux. Et puis, ils font un entretien sur certaines œuvres. C'est-à-dire ils font, quand c'est un peu rouillé, ils vont faire une réparation, etc. Il y a un entretien. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Et puis, il faut tailler aussi autour des œuvres, etc. Quoi. Voilà. Il faut arriver à tout concilier. Bon, mais écoutez, on va peut-être s'en arrêter là pour ce soir. À demain pour la suite du festival. Bonne soirée, merci. Merci.